Que vaut votre intégrité? Ce n'est pas une question pour un cours de philosophie, mais pour l'instant présent. Si le portefeuille d'un inconnu rempli d'assez d'argent pour résoudre vos problèmes les plus désespérés et déchirants tombait à vos pieds, que feriez-vous? Pour Olivia Remy, une serveuse de 24 ans noyée sous les dettes et les factures médicales de sa famille, ce n'était pas une question hypothétique. C'était une réalité qui venait de s'écraser sur le sol crasseux d'un bistrot de fin de soirée. Ceci n'est pas un conte de fées sur une demoiselle en détresse. C'est l'histoire vraie de la façon dont une seule décision, un seul acte de caractère inébranlable, n'a pas seulement valu un merci. Il a déclenché une guerre au sein d'un empire corporatif et a forgé une alliance qui allait changer le monde de la finance pour toujours. L'odeur de café éventé et de lard grillé était le parfum de la vie d'Olivia Remy. Elle s'accrochait à ses, en uniforme en polyester bon marché, à ses cheveux et, elle en était sûre, à la trame même de ses rêves. Le Relais du coin n'était pas un charmant établissement rétro. C'était un lieu de nécessité, un purgatoire de banquettes en vinyle craquelé et de néons vacillants aux confins du centre-ville. C'est là que les gens terminèrent leur nuit, ou là où leur journée refusait de se terminer. Pour Olivia, c'était les deux. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement née de l'épuisement, équilibrant 3 lourdes assiettes sur un bras, se faufilant dans l'allée étroite, remplissant une tasse de café sans rompre sa cadence. Chaque mouvement était précis, rodé et alimenté par un désespoir tranquille qui se nichait juste derrière ses yeux gris et fatigués. Sa vie était un grand livre de contes entièrement écrit à l'encre rouge. Le chiffre qui hantait son sommeil était 87 450 €. C'était le solde actuel des factures médicales de son jeune frère, Léo. Des traitements expérimentaux pour une maladie auto-immune rare que l'assurance maladie considérait comme de confort. De confort. Comme si son frère de 17 ans, dont le monde s'était rétréci d'un terrain de football à une chambre stérile, avait choisi de laisser son propre corps s'attaquer lui-même. Alors, elle enchaînait les services au bistrot et les contrats de saisie de données le week-end pour une société de logistique sans âme. Elle avait été une étudiante prometteuse en commerce à la Sorbonne, première de sa promotion. Mais cette vie ressemblait à un film qu'elle avait vu autrefois. Quand Léo est tombé malade et que les économies de leurs parents se sont évaporées, Olivia a abandonné ses études, troquant les manuels contre les carnets de commandes. Le rêve d'un bureau d'angle avait été remplacé par la réalité du relais du coin. Ce soir-là était particulièrement brutal, un mardi. La pluie dehors était émep, l'accable, martelant la grande baie vitrée et transformant les lumières de la ville en une aquarelle floue de mélancolie. Le bistrot était presque vide, à l'exception de quelques routiers et d'une silhouette solitaire dans la banquette du fond. Il était différent. Il n'avait pas regardé le menu. Il n'avait pas touché l'eau qu'elle lui avait apportée. Il restait juste assis là, à regarder la rue détrempée. Son costume était le premier indice. Ce n'était pas juste un costume. C'était une armure, une laine anthracite profonde qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il lui allait avec une précision qui suggérait qu'il avait été fait pour lui, et pour lui seul. Sa montre, une Patek Philippe, avec un simple bracelet en cuir, était le deuxième indice. Elle ne criait pas pour attirer l'attention. Elle murmurait un immense pouvoir générationnel. Il semblait avoir la fin de la trentaine, avec des traits fins et intelligents, une mâchoire F, horte et des cheveux sombres méticuleusement coiffés. Mais ses yeux étaient fatigués. Ils portaient la même lassitude qu'elle ressentait dans ses propres os, simplement d'un cru différent, plus luxueux. Il était là depuis 2 heures, sirotant un unique café noir. Quand il a finalement fait signe pour l'addition, sa voix était calme, mais portait une autorité indéniable. Juste le café. Olivia a hoché la tête, posant le petit bout de papier sur la table. « Soirée difficile ?» a-t-elle demandé, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. C'était contre sa politique de s'engager. L'engagement menait à des conversations, et les conversations prenaient un temps qu'elle n'avait pas. Il a levé les yeux, et pour la première fois, son regard s'est fixé sur elle. Ses yeux étaient un bleu étonnamment intense, comme un ciel d'hiver. Ils contenaient une lueur de surprise. « On peut dire ça », a-t-il dit, sa voix un bar, hiton grave. Il a mis la main dans la poche intérieure de sa veste, en a sorti un portefeuille et a laissé tomber un billet de 100 € sur la table. « Gardez la monnaie. Monsieur, je ne peux pas. J'insiste, a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Il s'est glissé hors de la banquette, a enfilé un long pardessus sombre et est sorti sous la pluie,
la cloche au-dessus de la porte tintant pour marquer son départ. Olivia a fixé le billet de 100 €. C'était plus que ce qu'elle gagnerait pendant tout son service. C'était un plein d'essence. C'était les courses pour une semaine. C'était une minuscule goutte dans l'océan de la dette de Léo, mais c'était quelque chose. Elle l'a ramassé, ses doigts tremblant légèrement, et s'est dirigée vers la caisse. En se retournant pour débarrasser la table, son regard a été attiré par quelque chose par terre. C'était son portefeuille, un élégant portefeuille en cuir noir qui avait glissé de son manteau. Il était épais, dangereusement épais. Son cœur s'est mis à battre contre ses côtes, un tambourinement frénétique contre le rythme régulier de la pluie. Sa première pensée a été de courir après lui, mais sa voiture, une Audi à huit noirs, s'éloignait déjà du trottoir, disparaissant dans la pénombre humide de la ville. Sa main tremblait en le ramassant. Il semblait lourd, sacré. Elle ne devrait pas. Elle savait qu'elle ne devrait pas. Mais le diable sur son épaule, celui qui lui murmurait à l'oreille au cœur de la nuit, quand les factures étaient étalées sur sa petite table de cuisine, l'a poussée à regarder. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Le cuisinier était à l'arrière. Les routiers s'étaient absorbés par leur propre monde. Avec des doigts tremblants, elle l'a ouvert et son souffle s'est coupé dans sa gorge. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était une brique d'argent. Des billets de 100 € soignent, usement empilés. Elle n'a pas compté, mais elle savait qu'il y en avait pour des milliers, peut-être 10 000, peut-être plus. Assez pour payer la prochaine série de traitements de Léo. Assez pour respirer pendant un mois. Son esprit s'est emballé. Il était riche, scandaleusement riche. Pour lui, ce n'était peut-être que de l'argent de poche. Il ne le remarquerait même pas. Il appellerait simplement sa banque, annulerait ses cartes et passerait à autre chose. C'était un crime sans victime. Non, pas un crime. C'était une trouvaille. Qui trouve garde. L'univers faisant pencher la balance un tout petit peu en sa faveur, pour une fois. Elle a vu le visage de Léo dans son esprit, pâle, essayant de sourire, lui disant qu'il allait bien alors qu'ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. Elle a senti le poids écrasant de sa responsabilité, l'impuissance suffocante. Cet argent n'était pas pour une nouvelle voiture ou des vacances, c'était pour une vie, la vie de son frère. Puis elle a vu autre chose, le permis de conduire. Le nom était Damien Drake, l'adresse était sur l'avenue Foch. Une recherche rapide sur son téléphone, caché sous le comptoir, a confirmé ses soupçons. Damien Drake n'était pas juste riche, il était le Damien Drake, le génie reclus PDG de Drake Enterprises, une firme de technologie et d'investissement multimilliardaire, notoirement agressive et innovante. Un homme connu dans les cercles financiers comme le requin de la défense. Cela changeait tout. Ce n'était pas un homme riche anonyme, c'était un titan, un homme qui pouvait probablement découvrir qui elle était avec un seul coup de fil. Mais plus que la peur, un sentiment différent l'a envahi. C'était le souvenir de son père, un mécanicien avec de la graisse incrustée en permanence dans les mains, lui disant « Olivia, tout ce que tu as vraiment dans ce monde, c'est ton nom et ta parole. Ne vendez jamais ni l'un ni l'autre à bas prix. » Elle a regardé l'argent, une clé en papier pour une évasion temporaire. Puis elle a regardé la carte d'identité avec son nom dessus, Damien Drake. Son nom à elle était Olivia Remy, et c'était tout ce qui lui restait. Avec une profonde inspiration frissonnante qui semblait déchirer quelque chose en elle, elle a refermé le portefeuille. Elle l'a glissé en sécurité dans la poche de son tablier. Son poids était immense, bien plus lourd que le papier et le cuir qui le composaient. C'était le poids d'un choix. Elle a terminé son service, son esprit un tourbillon chaotique. Chaque fois que sa main effleurait le portefeuille dans sa poche, une secousse la parcourait. Quand elle a finalement pointé à 3 heures du matin, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle est se montée dans sa Peugeot 206 de 2008 cliquetante et, en utilisant l'adresse du permis, a conduit vers l'avenue Foch. Elle allait rendre le portefeuille. Will. Elle allait rendre chaque centime. L'avenue Foch à 3h30 du matin était un canyon de bâtiments silencieux et imposants. On aurait dit une autre planète par rapport à son propre quartier. L'air ici semblait plus pur, le silence plus profond. Elle a retrouvé l'immeuble, un chef-d'œuvre haussmannien, avec un gardien en uniforme debout sous un grand auvent vert, même à cette heure indue. En sortant le portefeuille de sa poche, elle a senti une nouvelle vague d'anxiété. Qu'est-ce qu'elle faisait à se présenter dans un endroit pareil avec son uniforme bon marché taché de graisse? Ils allaient la prendre pour une voleuse. Ils allaient appeler la police. Mais elle était venue jusqu'ici. Elle a redressé les épaules,
s'est approchée du gardien et a tendu le portefeuille. « Excusez-moi, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Je crois qu'un résident d'ici, un monsieur Damien Drake, a laissé tomber ça dans le bistrot où je travaille. » Le gars, Diane, un homme sévère avec une moustache grise soigneusement taillée, a regardé le portefeuille puis son uniforme avec une méfiance non dissimulée. « Monsieur Drake, vous avez son portefeuille. » « Il l'a laissé par terre, a-t-elle expliqué. Ses joues s'empourprant de chaleur. Avant que le gardien ne puisse répondre, une voix a percé le silence du hall. « Ce ne sera pas nécessaire, Robert. » Damien Drake lui-même est sorti d'un couloir. Il avait troqué son costume contre un pantalon sombre et un simple pull en cachemire gris. Il ressemblait moins à un titan de l'entreprise qu'à un homme tourmenté par l'insomnie. Ses yeux, cependant, étaient tout aussi intenses. Ils l'ont scruté, observant ses baskets usées, son uniforme bon marché et le portefeuille qu'elle tendait comme une offrande. « Vous êtes la serveuse, » a-t-il déclaré. Ce n'était pas une question. « Oui, monsieur. Vous avez laissé tomber ça. » Elle a tendu la main un peu plus. Il ne l'a pas pris immédiatement. Il la fixait simplement, une expression étrange et indéchiffrable sur son visage. Ce n'était pas de la gratitude. C'était une évaluation, comme s'il analysait une donnée complexe. « Vous avez conduit jusqu'ici à cette heure ? » J'ai fini mon service. Je pensais que c'était important. Il a finalement pris le portefeuille de sa main, ses doigts effleurant les siens un bref instant. Le contact a envoyé une étincelle inattendue le long de son bras. Il l'a ouvert, ses yeux balayant rapidement le contenu. Il n'a pas compté l'argent, mais elle savait qu'il vérifiait. Il a relevé les yeux vers elle, et son expression s'est durcie en un pur cynisme. « Très bien, combien ?» a-t-il demandé, sa voix froide. Olivia a cligné des yeux. « Combien ? Quoi ? La récompense ? Votre prime ? Quel est censé votre prix ? 500 €? 1000 question mark ? Ne perdons pas de temps. Donnez votre chiffre. » La question était comme une gifle. Toute son anxiété, sa peur, sa bataille interne des dernières heures. Et il pensait que c'était une transaction. Il pensait que son intégrité était à vendre. Une colère soudaine et brûlante a transpercé son épuisement. « Mon prix ?» a-t-elle dit, sa voix gagnant une force qu'elle ne se connaissait pas. « Mon prix, c'est rien. Je ne suis pas ici pour une récompense, monsieur Drake. Je suis ici parce que vous avez laissé tomber votre portefeuille et qu'un être humain décent le rapporte. C'est tout. » Elle a su une lueur de quelque chose dans ses yeux, de la surprise, peut-être même une pointe de honte, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Il la testait, la poussait. « Personne ne fait rien pour rien, mademoiselle. » Il a jeté un regard vers le gardien qui observait l'échange avec une attention captivée. « Remis. Olivia Remis, a-t-elle dit en relevant le menton. Et vous avez tort. Certaines personnes le font. Je suis désolé de vous avoir dérangé. » Elle s'est retournée pour partir, la colère et l'humiliation l'envahissant. Elle avait fait ce qu'il fallait, et il l'avait traitée comme une simple maîtresse chanteuse. « Attendez, a-t-il appelé. Sa voix avait perdu son tranchant. Elle s'est arrêtée, mais ne s'est pas retournée. « Il y a plus de 12 000 € en liquide là-dedans, a-t-il dit, sa voix plus proche maintenant. Vous enchaînez les services dans un bistrot. J'ai vu vos mains, pleines de callosité. Vous avez l'air épuisé. Votre voiture dehors tient à peine la route. Vous me dites que vous n'avez pas été tenté ? » Elle s'est finalement retournée pour lui faire face, ses yeux gris s'ancrant dans ses yeux bleus perçants. « Tenté, a-t-elle dit, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Monsieur Drake, vous n'avez aucune idée. La tentation, c'est de regarder une pile d'argent qui pourrait résoudre des problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer, et de choisir quand même de faire ce qui est juste. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir l'argent. Il s'agit de vouloir son amour-propre davantage. » Le silence s'est installé entre eux dans le hall opulent. Le seul son était le bourdonnement de la ville à l'extérieur. Damien Drake la fixait, la voyant vraiment pour la première fois. Le cynisme sur son visage était lentement remplacé par un respect réticent, presque à contre-cœur. Il a mis la main dans le portefeuille et en a sorti une carte de visite. « J'ai eu tort, a-t-il dit, l'aveu sonnant étranger sur ses lèvres. Je ne suis pas habitué à ça. » Il lui a tendu la carte. C'était un carton épais de couleur crème avec un simple nom en relief. Damien Drake, PDG, Drake Enterprises. En dessous, un numéro de téléphone privé. « J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Remis. Ce n'est pas une récompense, c'est une offre d'emploi. Soyez à mon bureau demain, 10 heures précises. » Olivia a regardé la carte, puis lui. « Un emploi ? Je suis serveuse.
Vous étiez étudiante en commerce à la Sorbonne, mention très bien pendant 4 semestres consécutifs, spécialisée en stratégie de marché, jusqu'à ce que vous abandonniez il y a 2 ans pour des raisons familiales personnelles, a-t-il dit de manière factuelle. Le sang d'Olivia s'est glacé. Comment saviez-vous ça? Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. Je ne suis pas arrivé là où je suis en étant mal informé. Dès que j'ai réalisé que mon portefeuille manquait, j'ai demandé à mon chef de la sécurité de lancer une analyse de reconnaissance faciale à partir des caméras extérieures du bistrot et de la croiser avec les bases de données locales. Je savais qui vous étiez avant même que vous ne quittiez le parking du bistrot. Le portefeuille, mademoiselle Remy, ce n'était pas un accident, c'était un test. Le sol a semblé se dérober sous ses pieds. Un test? Un test, a-t-il confirmé, sa voix maintenant nette et professionnelle. Un test théâtral et ridicule proposé par mon directeur des opérations pour trouver une personne d'une intégrité irréprochable pour un projet sensible. Je pensais que c'était absurde. Je pensais que personne ne le réussirait. Je pensais que vous prendriez l'argent. Vous m'avez prouvé le contraire. Maintenant, je suis intrigué. 10 heures, ne soyez pas en retard. Il s'est retourné sans un mot de plus et s'est dirigé vers l'ascenseur, laissant Olivia debout dans le grand hall, une carte de visite à la main et son monde entier basculé sur son axe. Elle était entrée en tant que serveuse fauchée et en sortait... Elle ne savait pas ce qu'elle était. Un rat de laboratoire qui avait réussi l'expérience bizarre d'un milliardaire. La colère était toujours là, mais maintenant elle était mêlée à une curiosité puissante et terrifiante. Quel genre de projet naissait? C'était un test pareil? Le siège de Drake Enterprises était un mastodonte d'acier et de verre au cœur de la défense. Il perçait le ciel avec une arrogance qu'Olivia trouvait à la fois à couper le souffle et nauséabonde. Son uniforme de serveuse avait été remplacé par la seule tenue professionnelle qu'elle possédait, un tailleur-pantalon noir légèrement trop grand qu'elle avait acheté dans une friperie pour des entretiens universitaires des années auparavant. Elle se sentait comme une enfant déguisée. Le hall était une cathédrale du capitalisme moderne. Une cascade de 6 mètres de haut dévalait une plaque de marbre noir derrière un bureau d'accueil qui semblait long d'1 kilomètre. Des gens en costume cher se déplacèrent avec une détermination feutrée et urgente. Olivia a donné son nom et a été immédiatement escortée jusqu'à un ascenseur privé qui a filé vers le haut avec une vitesse vertigineuse. Le dernier étage était le domaine de Damian Drake. Ce n'était pas un bureau, c'était une vue panoramique sur Paris. Les murs étaient en verre. Le mobilier était minimaliste et brutalement cher. Et assis derrière un bureau qui ressemblait à une plaque de météorite, se trouvait Damien. À côté de lui se tenait un autre homme. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume italien taillé au rasoir, avec des cheveux blonds si parfaits qu'ils semblaient sculptés. Il avait un sourire d'une blancheur éclatante, mais qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. « Mademoiselle Remy, ponctuelle, j'apprécie, » a dit Damien en lui faisant signe de s'asseoir. « Voici Gédéon Prieur, mon directeur des opérations. C'est à son idée créative que vous avez été soumise hier soir. » Gédéon s'est avancé, tendant la main. Sa poignée était ferme, sa paume fraîche. « Olivia, un plaisir. Je dois dire que vous avez dépassé toutes mes attentes. Vraiment remarquable. » Son ton était aussi doux, UX que de la soie. Mais Olivia a ressenti un sentiment de méfiance primal et immédiat. Il la regardait non pas comme une personne, mais comme une expérience réussie. « Le test était votre idée ?» a demandé Olivia, sa voix stable. « Dans un monde de gris, nous cherchions quelqu'un de noir et blanc, » a dit Gédéon avec un haussement d'épaules charmant et étudié. « Et nous vous avons trouvé. » Damien a coupé court, sa patience pour les amabilités étant clairement limitée. « Gédéon, présentez-lui le dossier. » Le sourire de Gédéon s'est légèrement crispé. Il a pris une tablette sur le bureau. Drake Enterprises a récemment acquis un portefeuille de petites entreprises lors d'une OPA hostile sur une firme rivale. La plupart sont des start-up technologiques que nous absorbons. L'une d'elles, cependant, est une anomalie. L'initiative communautaire du chêne vert. Il a fait glisser l'écran, montrant à Olivia des photos d'un centre social des Labrés, d'une boulangerie de quartier en difficulté et d'un petit jardin urbain. C'est une association à but non lucratif dans un quartier défavorisé. L'ancienne société mère l'utilisait comme une déduction fiscale et un coup de pub. Elle perd de l'argent à l'appel. Les chiffres sont un désastre. Nos analystes, et franchement moi-même, avons recommandé de liquider ces actifs et de la dissoudre immédiatement. C'est un gouffre financier. Mais, a interrompu Damien, son regard fixé sur Olivia,
J'ai une idée différente. Je ne suis pas dans le business de la destruction de communautés, malgré ce que disent dans les journaux. Je veux voir si elle peut être sauvée. Plus que ça, je veux voir si elle peut devenir rentable. Un modèle autosuffisant d'entreprise communautaire. L'esprit d'Olivia, la partie étudiante en commerce qui était en sommeil depuis si longtemps, a commencé à s'animer. Une entreprise sociale, utiliser des principes séco-mamerciaux pour atteindre un bien social. Précisément, a dit Damien, une lueur d'approbation dans ses yeux. Mais elle doit être dirigée par quelqu'un qui n'est pas motivé par la cupidité. Quelqu'un dont le principal indicateur de succès n'est pas seulement le résultat net. Il faut quelqu'un avec de l'intégrité. Le sourire de Gédéon avait maintenant disparu. Il regardait Damien avec un air de désapprobation à peine dissimulé. Avec tout le respect que je vous dois, Damien, cela requiert un cadre expérimenté, un spécialiste du redressement, pas une novice. Le mot est resté en suspens dans l'air, dégoulinant de condescendance. Vos spécialistes disent tous de la vider et de vendre le terrain à des promoteurs, Gédéon, a rétorqué Damien sa voix sèche. Je veux une nouvelle perspective. Je veux voir ce que quelqu'un avec de la volonté et du caractère peut faire sans être corrompu par la façon dont les choses sont censées être faites. Il a reporté toute son attention sur Olivia. Voici l'offre. Je vous mets en charge de l'initiative du Chêne Vert. Vous aurez un budget de départ de 500 000 €. Vous avez 6 mois. Si, à la fin des 6 mois, vous avez créé un plan viable et montré des progrès démontrables vers l'autosuffisance, nous le financerons davantage et vous serez nommée directrice de projet à part entière au sein de cette entreprise, avec un salaire et des avantages sociaux qui résoudront tous vos problèmes financiers. La tête d'Olivia tournait. Un budget d'1 demi-million d'euros, 6 mois, une chance non seulement de récupérer sa vie, mais de faire quelque chose de significatif. C'était une opportunité impossible, insensée. « Et si j'échoue » a-t-elle demandé, sa voix douce. Gédéon a répondu avant Damien. « Si vous échouez » a-t-il dit, son ton soyeux revenant. « Le projet est dissous, le terrain est vendu, et votre emploi ici est terminé. Sans pression, bien sûr. » Le regard dans ses yeux était clair, il planifiait déjà son échec. « Je vous rends compte à vous » a demandé Olivia en regardant Damien. « Vous me rendez compte directement à moi » a confirmé Damien, lançant un regard d'avertissement à Gédéon. Gédéon s'occupera de l'intégration administrative et financière, mais la stratégie, la vision, c'est la vôtre. C'était un test dans le test. Il l'a jetée dans un bassin avec un requin, non pas pour voir si elle pouvait nager, mais pour voir comment elle nagerait. « Une dernière chose, » a dit Damien, son expression devenant sérieuse. « Dans le cadre de cette offre, Drake Enterprises assumera et remboursera l'intégralité des dettes médicales actuelles et futures de votre frère. Considérez cela comme une prime à la signature. Nous prenons soin de nos gens, mademoiselle Remy. » L'air a quitté les poumons d'Olivia. 87.450 €. Soudain, le poids qui l'écrasait depuis 2 ans s'est envolé en une seule phrase. Des larmes ont piqué ses yeux, mais elle les a refoulées. Elle ne pleurerait pas devant ces hommes. C'était ça, la bouée de sauvetage pour laquelle elle avait prié. Mais elle lui était tendue par un milliardaire cynique et son directeur des opérations Serpentin. Elle savait avec une certitude absolue que Gédéon Prieur serait son ennemi. Il la voyait comme une insulte, une folie fantasque de son patron qui sapait son autorité. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'elle échoue. « J'accepte », a dit Olivia, sa voix claire et ferme. Elle a regardé du regard calculateur de Damien au sourire prédateur de Gédéon. Elle n'était plus juste une serveuse. Elle était une joueuse dans un jeu qu'elle ne comprenait pas, avec des règles qu'elle ne connaissait pas. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Et pour la première fois depuis des années, elle avait tout à gagner. L'initiative communautaire du Chêne Vert était pire que ce que le rapport stérile de Gédéon avait suggéré. Ce n'était pas juste un gouffre financier. C'était un endroit où l'espoir était venu mourir. Le centre social sentait la moisissure et l'abandon. Le personnel réduit, une directrice lasse nommée Martine, un animateur jeunesse à temps partiel et une poignée de bénévoles, regardaient Olivia avec la même méfiance que le gardien de l'avenue Foch. Pour eux, elle n'était qu'un autre costard-cravate de l'entreprise qui les avait rachetés, venu pour porter le coup de grâce. « Alors, c'est vous qu'ils ont envoyé pour nous fermer ?» a dit Martine, les bras croisés sur sa poitrine. C'était une femme d'une 60aine d'années avec des yeux bienveillants, actuellement assombris par la méfiance. « Non, » a dit Olivia, debout au milieu du sol de gymnase à la peinture écaillée. « Je suis celle qu'ils ont envoyée pour le sauver. »
Les premières semaines furent ardées, utales. Gédéon Prieur était un maître du sabotage passif-agressif. Il la noyait sous la paperasse, exigeant des rapports financiers et des projections abscons, impossibles à générer avec le système de comptabilité de l'association qui tenait dans une boîte à chaussures. Il tardait à approuver la moindre dépense de son budget, invoquant des protocoles de conformité. Il la préparait à l'échec par 1000 petites coupures, faisant passer cela pour de l'incompétence plutôt que de la malveillance. Mais Olivia avait l'habitude de travailler dur. Elle a apporté la même énergie implacable de ses doubles services au bistrot à ce nouveau défi. Elle passait 18 heures par jour au centre. Elle n'analysait pas seulement des feuilles de calcul. Elle parlait aux gens. Elle a appris les noms des enfants qui venaient pour le soutien scolaire. Elle a écouté les personnes âgées qui utilisaient le centre pour leur seule interaction sociale de la journée. Elle a travaillé aux côtés des bénévoles dans le jardin urbain en difficulté. Elle a découvert le cœur du problème. L'initiative essayait d'être tout pour tout le monde et ne réussissait à rien. C'était un ensemble de programmes bien intentionnés mais déconnectés, tous perdant de l'argent. Son esprit d'école de commerce, maintenant pleinement réveillé, a commencé à voir des schémas. La boulangerie, qui faisait partie de l'initiative, utilisait de la farine chère achetée en magasin. Le jardin urbain produisait d'incroyables légumes biologiques qui étaient principalement donnés ou laissés pourrir. Le programme de soutien scolaire avait des enfants qui n'avaient rien à faire d'autre que de jouer sur de vieux ordinateurs cassés. La solution a commencé à se former dans son esprit, une toile de parties interconnectée et autosuffisante. « Nous ne sommes pas une œuvre de charité », a-t-elle dit à Martine lors d'une session de stratégie tardante, est-ce la nuit autour d'un café rassis. « Nous sommes une entreprise dont le produit est le bien-être de la communauté. » Son plan était simple, mais radical. Ils utiliseraient les légumes du jardin pour approvisionner la boulangerie. Ils commenceraient à produire du pain et des pâtisseries artisanales biologiques de haute qualité. Ils formeraient des jeunes adultes sans emploi de la communauté comme boulangers. Les enfants du soutien scolaire apprendraient le codage et le graphisme. Et leur premier projet serait de créer un site web et un système de commande en ligne pour la nouvelle boulangerie améliorée, les délices du chêne vert. Ils vendraient le pain non seulement localement, mais aussi aux bureaux d'entreprises du centre-ville, comme Drake Enterprises. C'était une boucle fermée, un écosystème autosuffisant de bien social et de viabilité commerciale. Quand elle a présenté le cadre initial à Damien dans sa tour de V, « Wero », il a écouté attentivement, son expression indéchiffrable. Gédéon était assis dans le coin, un sourire narquois aux lèvres, prêt à démolir son projet. « C'est ambitieux », a dit Damien quand elle a terminé. « C'est naïf », a interjeté Gédéon doucement. « Vous pensez pouvoir rivaliser avec les boulangeries commerciales établies. Vous pensez que les clients corporatifs achèteront du pain d'une association par pitié. La logistique est un cauchemar. Les marges seront inexistantes. » « Les marges ne sont pas seulement financières, » a contré Olivia, sa voix résonnant de passion. « La marge, c'est un adolescent qui apprend une compétence commercialisable au lieu de rejoindre un gang. La marge, c'est une personne âgée qui reçoit un repas chaud. La marge, c'est une communauté qui a une raison de croire en elle-même à nouveau. Et de plus, a-t-elle ajouté avec une pointe d'acidité dans la voix, notre histoire est notre argument de vente. Unique acheter une miche. Construisez une vie. Ce n'est pas de la pitié, monsieur Prieur, c'est du consumérisme axé sur le sens. C'est une tendance de marché puissante. » Damien s'était resté silencieux un long moment. Il a regardé du visage suffisant de Gédéon à celui, déterminé, d'Olivia. « Le budget est à vous, mademoiselle Remy. Faites-en une réalité. » Le visage de Gédéon était un masque de fureur, mais il l'a rapidement lissé pour retrouver son sourire habituel. « Bien sûr, Damien. Mon équipe va traiter les transferts de fonds nécessaires. » Mais les transferts étaient lents. Les commandes d'équipements se perdaient dans le système. Les permis dont elle avait besoin étaient sans cesse retardés par des formalités administratives qu'Olivia était sûre que Gédéon nouait personnellement. Il l'affamait de ressources, espérant que le projet mourrait sur pied. Simultanément, une nouvelle crise a éclaté. Léo a eu une grave rechute. Les médecins REC demandaient un nouveau traitement, incroyablement cher, non entièrement couvert par le généreux plan de Drake Enterprises. Le coût à sa charge était de 30 000 €, une somme stupéfiante, nécessaire dans les 2 semaines. Olivia était dévastée. La vieille panique familière a commencé à refaire surface. Elle s'épuisait au travail au chêne vert, menant une guerre sur 2 fronts contre l'inertie du projet et le sabotage incessant de Gédéon. Et maintenant,
Ça. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans son nouveau petit bureau au centre social, fixant le devis médical, on a frappé à la porte. C'était Gédéon Prieur. Il n'était jamais venu au Chêne Vert auparavant. « Vous travaillez tard, Olivia, » a-t-il dit, son sourire aussi poli et déplacé que ses chaussures à 1 000 € sur le linoléum usé. « Que voulez-vous, Gédéon » a-t-elle demandé, trop fatiguée pour ses jeux. Il est entré nonchalamment, regardant la pièce avec dégoût. « Ayez entendu pour votre frère. Coup dur. Je voulais juste vous exprimer ma sympathie. »« Merci, » a-t-elle dit sèchement. Il s'est appuyé contre son bureau, sa voix baissant à un murmure conspirateur. « Vous savez, ce projet, c'est un caprice sentimental de Damien. Il a des idées comme ça. Elles passent généralement. Quand cela échouera, et ça échouera, Olivia, pas à cause de vous, mais parce que c'est conçu pour échouer, il passera à autre chose. Mais vous vous retrouverez sans rien. Et votre frère... » Il a laissé la phrase en suspens. « Où voulez-vous en venir » a-t-elle demandé, son cœur commençant à battre la chamade. « Ce que je veux dire, » a-t-il dit, « c'est que je peux aider. Il y a un fonds de prévoyance dans votre budget, un compte discrétionnaire pour les dépenses opérationnelles imprévues. C'est une faille. Je peux vous aider à rédiger une proposition pour allouer, disons, 35 000 € pour des frais de consultation à une société écran que je contrôle. La proposition sera approuvée instantanément. L'argent sera sur votre compte personnel dans les 48 heures. Personne ne le saura jamais. Damien ne regarde certainement pas les détails des dépenses. » Olivia le regarda, horrifiée. Il lui offrait une issue, un moyen de sauver son frère. Tout ce qu'elle avait à faire était de détourner de l'argent du projet même qu'elle essayait de sauver. Tout ce qu'elle avait à faire était de devenir la personne que Damien Drake pensait qu'elle était quand elle lui a rendu son portefeuille. « C'est votre projet, Olivia, » a continué Gédéon, sa voix un sifflement séducteur. « Vous ne faites que réorienter une partie des ressources vers une partie plus personnelle et urgente de la mission. Vous seriez folle de ne pas l'accepter. » La pièce semblait petite, sans air. C'était le vrai test. Le portefeuille avait été un jeu. Ceci, c'était son âme. Elle a s'éclat vu le visage de Léo, a senti le poids des factures médicales, et pendant une seconde terrifiante, elle y a songé. La pure et belle simplicité de la solution. Puis elle a regardé le visage de Gédéon, ses yeux brillants d'une victoire malsaine et triomphante. Il n'essayait pas de l'aider. Il essayait de la posséder. Si elle prenait cet argent, elle serait à lui. Il aurait le levier ultime, la preuve qu'elle était tout aussi corrompue que tout le monde. Il l'utiliserait pour la détruire, elle et la confiance de Damien en elle, quand bon lui semblerait. Olivia se leva lentement, ses mains serrées en poing à ses côtés. Elle le regarda droit dans les yeux, le gris de son propre regard aussi dur que de l'acier. « Sortez, » dit-elle, sa voix tremblant de rage. « Sortez de mon bureau. Sortez de mon bâtiment. » Le sourire de Gédéon disparut enfin, remplacé par une expression de froideur purement reptilienne. « Vous faites une erreur monumentale, petite. Vous aviez su, une chance d'être intelligente. Maintenant, vous ne serez qu'un exemple à ne pas suivre. » Il se retourna et sortit, laissant l'odeur de son parfum cher et le poison de son offre flotter dans l'air. Olivia se laissa retomber sur sa chaise, son corps tremblant. Elle avait réussi le test, mais elle savait avec une certitude glaçante que la guerre ne faisait que commencer et que Gédéon Prieur n'utiliserait plus de petites coupures. Il viendrait pour elle avec une épée. Suite à la tentative ratée de Gédéon, le sabotage est passé d'une guerre passive à une guerre active. Les nouveaux fours de la boulangerie, qu'Olivia avait finalement réussi à commander après des semaines de retard, sont arrivés endommagés. Le chauffeur du camion de livraison a juré qu'ils étaient impeccables quand il les a chargés. L'inspecteur de l'hygiène a fait une visite surprise, alerté par une plainte anonyme, et a trouvé un rat mort placé dans le garde-manger, les faux. Rossant a fermé pendant 48 heures critiques. Olivia savait que c'était l'œuvre de Gédéon, mais elle n'avait aucune preuve. C'était une campagne fantôme conçue pour la démoraliser, elle et son équipe, mais elle a eu l'effet inverse. La petite communauté du Chêne Vert, qui avait d'abord été méfiante à son égard, la considérait maintenant comme l'une des leurs. Ils la voyaient se battre pour eux, et ils ont commencé à se battre à ses côtés. Martine, la directrice Lass, est devenue sa plus fervente défenseur. Les bénévoles ont fait des heures supplémentaires pour nettoyer et préparer. Les enfants de son cours de codage, indignés, ont créé une simple application de signalement interne pour consigner chaque événement étrange, créant ainsi une piste numérique. Malgré les revers, les délices du Chêne Vert prenaient lentement vie.
L'arôme du pain frais a commencé à remplacer l'odeur de moisissure dans le centre social. La première commande d'entreprise, un appel direct d'Olivia, l'assistante de direction de Damien, a été un succès retentissant. Les gens aimaient le pain, mais plus encore, ils aimaient l'histoire. Les commandes ont commencé à arriver au compte-gouttes, puis à affluer. Olivia a réussi à rassembler l'argent pour le traitement de Léo en contractant un prêt personnel à taux d'intérêt élevé, s'enfonçant encore plus dans un gouffre financier personnel, mais gardant les fonds du projet propre. Elle fonctionnait à l'adrénaline pure, alimentée par le café et l'amour féroce et protecteur qu'elle ressentait à la fois pour son frère et pour la communauté dont elle faisait maintenant partie. Ses rapports hebdomadaires à Damien étaient honnêtes. Elle ne cachait pas les revers, mais les présentait comme des défis qu'il surmontait. Elle se concentrait sur les indicateurs qui comptaient pour elle. Le nombre de jeunes employés, les repas servis aux personnes âgées, les revenus croissants de la boulangerie. Damien restait une énigme. Il écoutait, posait quelques questions pointues et la congédiait d'un signe de tête. Elle ne pouvait pas dire s'il était impressionné ou s'il attendait simplement que tout s'effondre. Gédéon, pendant ce temps, préparait son coup de maître. Il savait qu'il ne pouvait pas briser la volonté d'Olivia, alors il a décidé de détruire entièrement sa crédibilité. Il a utilisé son accès de haut niveau au système financier de l'entreprise pour altérer subtilement les registres numériques de l'initiative du chêne vert. Il a fabriqué des factures de fournisseurs inexistants. Il a gonflé les dépenses et, le plus accablant, il a créé une série de petits virements bancaires intraçables depuis le compte du chêne vert vers un compte bancaire offshore. Un compte qui, à travers un labyrinthe de sociétés écrans, pouvait être relié à un compte anonyme nouvellement ouvert au nom d'Olivia. C'était l'équivalent numérique des honoraires de consultation qu'il lui avait offerts. Il la piégeait pour le crime même qu'elle avait refusé de commettre. Le piège s'est refermé lors de la réunion de bilan trimestriel. Elle s'est tenue dans la salle du conseil principal, un espace caverneux dominé par une table pouvant accueillir 30 personnes. Olivia était là pour présenter ses progrès. Damien était en bout de table et Gédéon se tenait près de l'écran principal, une expression de gravité solennelle sur son visage. Avant qu'Olivia ne commence, a annoncé Gédéon à la salle, qui comprenait également le directeur financier et le chef du service juridique de l'entreprise. Il y a des irrégularités financières troublantes avec le projet du chêne vert que je dois porter à l'attention du Conseil. Ce qui a suivi fut un assassinat méticuleux et brutal. Gédéon a présenté diapositive après diapositive de données falsifiées, de coûts gonflés, de fausses factures. Il a montré les virements totalisant un peu plus de 35 000 €, le montant exact qu'il lui avait offert, le montant exact dont elle avait besoin pour Léo. C'était un récit parfaitement conçu de cupidité et de trahison. Il semble, a conclu Gédéon, s'avoir rempli d'un faux regret, que Mademoiselle Remy a utilisé le budget du projet comme sa caisse noire personnelle. Elle a trahi notre confiance, Damien. Elle a trahi la communauté même qu'elle était censée aider. La salle était silencieuse. Olivia sentit le sang quitter son visage. C'était si parfait, si complet. C'était sa parole contre une montagne de preuves numériques. Elle regarda Damien, son cœur martelant sa poitrine, le suppliant des yeux de voir le mensonge. Le visage de Damien était de pierre. Le masque cynique et méfiant était de retour, plus dur que jamais. Il avait été trahi par les gens toute sa vie. Il avait voulu croire qu'elle était différente, hante. Et voici la preuve qu'elle ne l'était pas. La preuve que son unique pari sentimental lui avait explosé au visage. « Olivia, dit-il, sa voix dangereusement calme, est-ce vrai ?»« Non, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Damien, ce n'est pas vrai. Il ment. C'est ce qu'il fait depuis le début, essayer de me faire échouer. Une accusation bien pratique, a contré Gédéon doucement. Pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous expliquer ces virements? Bien sûr, elle ne le pouvait pas. Comment pouvait-elle prouver un négatif? Comment pouvait-elle expliquer des transactions dont elle ne savait rien? Je ne peux pas, balbutia-t-elle. Mais je ne l'ai pas fait. L'expression de Damien était d'une fureur froide. Il la regarda avec une profonde déception, le regard d'un homme dont la dernière parcelle de foi en l'humanité venait de s'éteindre. « Je vous ai tout donné, mademoiselle Remy, une opportunité, ma confiance. Et ressources. J'ai pris soin de votre famille, et vous m'avez craché au visage. » Il se leva. « Gédéon, travaillez avec le service juridique. Commencez les procédures de licenciement et explorez nos options pour des poursuites pénales. La réunion est terminée. » Il sortit de la pièce sans un autre regard pour elle. Olivia est restée là, complètement anéantie. Gédéon lui a lancé un regard de haine triomphante pure. Il avait gagné.
Elle avait tout perdu, son travail, sa réputation et la confiance du seul homme qui lui avait donné une chance. Pire, elle était sur le point de perdre l'initiative du chêne vert. Alors que les gardes de sécurité l'escortaient hors du bâtiment, son carton d'affaires personnel dans les bras, elle ressentit un désespoir si profond qu'il en était physique. Elle n'avait pas seulement échoué au test. Elle était devenue l'exemple à ne pas suivre que Gédéon avait promis. Mais alors qu'elle se tenait sur le trottoir, hier devant la tour de verre, l'humiliation s'est transformée en une rage incandescente. Il ne gagnerait pas. Elle avait été naïve, elle avait été déjouée, mais elle n'était pas brisée. Elle a regardé la tour scintillante, une promesse se formant dans son cœur. Elle trouverait la vérité. Elle démasquerait Gédéon Prieur, même si c'était la dernière chose qu'elle faisait. Elle devait juste trouver le fantôme dans sa machine parfaite. Pendant 2 semaines, Olivia a existé dans un entre-deux gris. Elle était bannie de Drake Enterprise, son nom sali. La nouvelle de son détournement de fonds avait été soigneusement divulguée au personnel du chêne vert, brisant leur morale. Martine fut la seule à l'appeler, sa voix ferme. « Je n'en crois pas un mot, ma chérie. Pas une seconde. » Cet unique appel fut la lueur dont Olivia avait besoin. Elle ne se battait plus pour sa réputation. Elle se battait pour Martine, pour les enfants, pour toute la communauté, ôté que Gédéon s'apprêtait à raser. Elle ne pouvait pas le combattre dans son monde d'espionnage d'entreprise, mais elle pouvait le combattre depuis le sien. Elle a rassemblé son improbable armée. Il y avait Martine, qui connaissait chaque personne et chaque histoire au chêne vert. Il y avait Kevin, l'adolescent discret de son cours de codage, qui avait créé l'application de signalement d'incident. Et il y avait Monsieur Chen, un comptable à la retraite qui faisait du bénévolat au centre. Un homme tranquille qui avait été évincé d'un grand cabinet des années auparavant pour être trop méticuleux. Ils ont installé une salle de guerre dans le bureau exigu de Martine au centre. La cible, Gédéon Prieur. La théorie d'Olivia était simple. Gédéon est arrogant, leur a-t-elle dit, arpentant la petite pièce. Il se croit plus intelligent que tout le monde. Il a dû utiliser les systèmes de Drake pour faire ça, car il croit les contrôler complètement, mais il n'aurait pas sous-traité. C'est un narcissique. La preuve doit être là, quelque part. Kevin, le prodige du codage, a eu une idée. Quand j'ai créé l'application d'incident, j'ai dû apprendre l'architecture des serveurs de Drake pour la rendre compatible. Leur sécurité est démente, mais chaque action de haut niveau, comme une modification de données à l'échelle du système ou un virement international depuis un compte restreint, nécessite une autorisation secondaire d'un serveur crypté distinct. Ça s'appelle le protocole Cerber. C'est l'interrupteur d'urgence personnel de M. Drake. Il enregistre tout, absolument tout. « Peux-tu y accéder ?» a demandé Olivia, son cœur s'emballant. « Aucune chance, » a dit Kevin en secouant la tête. « Mais je sais comment ça marche. Les journaux sont horodatés et géolocalisés. Si Gédéon vous a piégé, il devait être connecté au réseau depuis un endroit spécifique à un moment précis pour exec, les commandes. » Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Monsieur Chen, le comptable, a examiné minutieusement les preuves que Gédéon avait présentées. Non pas les chiffres falsifiés, mais les métadonnées, les horodatages numériques de la création et du téléchargement des factures frauduleuses. Ils ont travaillé sans relâche, alimentés par le café et un sentiment partagé de fureur juste. Ils ont croisé les horodatages des activités frauduleuses avec l'agenda professionnel de Gédéon, ses notes de frais de voyage, ses réseaux sociaux. Pendant des semaines, ils ont fait chou blanc. Gédéon était prudent. Il était toujours en réunion ou à son bureau lorsque les transactions avaient eu lieu. La percée est venue de la source la plus improbable, la vanité de Gédéon. Il était l'un des orateurs vedettes d'une conférence technologique à Genève, le jour où le dernier virement, le plus accablant, a été effectué. Ses dossiers de voyage officiels le montraient là-bas. Mais Martine, en parcourant les réseaux sociaux, a trouvé une photo publiée par un jeune cadre qui l'accompagnait. Elle montrait Gédéon et quelques collègues dans un célèbre restaurant au bord du lac. La photo était horodatée. Les yeux de Kevin se sont illuminés. Voyons le réseau Wi-Fi du restaurant. Après quelques minutes de frappe frénétique, il s'est rassis. C'est un réseau ouvert, non sécurisé. S'il s'est connecté au système de Drake depuis là, il serait toujours géolocalisé à Genève, a dit Olivia, son espoir retombant. Non, a dit Kevin, un lent sourire s'étalant sur son visage. Pas le serveur Cerber. Ce truc est une forteresse. Pour y accéder depuis un réseau étranger non sécurisé, il aurait dû router sa connexion via un VPN d'entreprise préautorisé. Et il n'y en a qu'un en Suisse. La succursale de Drake Enterprises à Zurich
à plus de 270 km de là. M. Chen a récupéré les métadons, nés du virement final. La commande d'exécution a été enregistrée à 20h17, heure de Genève. Kevin a sorti les notes de frais de Gédéon qu'Olivia avait astucieusement téléchargées avant d'être licencié. Son reçu du dîner au restaurant est horodaté à 20h45. Il est physiquement impossible qu'il ait été à Zurich pour effectuer ce virement et à ce restaurant à Genève en même temps. Il a utilisé un serveur proxy pour masquer sa position et a soufflé Olivia, mais il n'a pas pu masquer le point d'entrée dans le système sécurisé. Le protocole Cerber. Il l'a piégé. Il l'avait, le fantôme dans la machine. C'était mince, circonstanciel, mais c'était une fissure dans la façade parfaite de Gédéon. Maintenant, il fallait juste le présenter à Damien. Atteindre Damien Drake était plus difficile que de pirater son réseau. Il était isolé par des couches de sécurité et d'assistants qui avaient des ordres stricts de la bloquer. Olivia a NC opté pour l'approche directe. Elle savait, d'après son emploi du temps, un autre fichier qu'elle avait sauvegardé, qu'il avait un dîner privé hebdomadaire dans un restaurant français discret près des Champs-Élysées chaque mardi. Elle l'a attendu dehors, la pluie commençant à tomber à nouveau, tout comme la nuit de leur rencontre. Quand il est sorti, son visage était un masque de fureur en la voyant. « J'ai dit à ma sécurité que vous ne deviez pas être autorisé à moins de 200 mètres de moi, dit-il, sa voix glaciale. « 5 minutes, Damien, a-t-elle plaidé, brandissant une simple clé USB. C'est tout ce que je demande. Tout ce que vous devez savoir est là-dessus. Si vous pensez toujours que je mens après l'avoir vu, je disparaîtrai pour toujours. » Il la fixa, puis la clé USB. C'était un homme qui faisait confiance aux données par-dessus tout. Sa curiosité luttait contre sa colère. « Montez dans la voiture », a-t-il grogné. Le thé, ragé jusqu'à son appartement de l'avenue Foch, fut silencieux et suffocant. Dans son Penthouse, qui ressemblait plus à un musée d'art moderne qu'à une maison, il a branché la clé USB sur son ordinateur portable. Olivia se tenait derrière lui, le cœur dans la gorge, alors que la présentation soigneusement préparée par Kevin s'affichait à l'écran. Elle lui a tout expliqué, étape par étape. Les horodatages, les géolocalisations, les journaux VPN, l'impossibilité pour Gédéon d'être à 2 endroits à la fois. Le mensonge au cœur de sa machination parfaite. Quand elle a eu fini, Damien s'était resté silencieux pendant une bonne minute, les yeux fixés sur l'écran. Il ne regardait plus les données. Il revoyait les 3 derniers mois dans sa tête. La passion d'Olivia, la confiance narquoise de Gédéon, son propre cynisme aveugle. Il a pris son téléphone et a passé un seul appel. Mettez Gédéon Prieur en conférence téléphonique maintenant et demain. OAS à notre chef de la sécurité de me rejoindre dans la salle du conseil dans 20 minutes. Protocole de saisie d'actifs. La confrontation finale fut rapide et brutale. Par haut-parleur, Damien, avec Olivia debout silencieusement à ses côtés, a exposé les preuves. Il n'a pas crié. Sa voix était calme, précise et absolument létale. Gédéon a fanfaronné, nié, menacé. Mais quand Damien a mentionné le journal du protocole Cerber du VPN de Zurich, il y a eu un silence de mort à l'autre bout du fil. Il était pris. « Votre accès est révoqué », a dit Damien froidement. « La sécurité est en route vers votre appartement. Vous êtes renvoyé. Si vous n'êtes pas hors du pays dans 24 heures, les preuves sur mon bureau iront au procureur de la République. Au revoir, Gédéon. » Il a mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était lourd de mots non dits. « J'ai eu tort », a dit Damien, se tournant enfin vers Olivia. Il l'a regardée dans les yeux, et pour la première fois, le titan milliardaire avait disparu. Elle ne voyait qu'un homme humble et plein de regrets. « Je voulais croire que vous étiez différente. Et quand il a semblé que vous ne l'étiez pas, il était plus facile de croire aux mensonges. Cela confirmait ma vision du monde selon laquelle tout le monde a un prix. Je suis désolé, Olivia. »« Pourquoi ce test du portefeuille était-il si important pour vous ?» a-t-elle demandé, la question qui persistait depuis le début. Il s'est approché de la paroi de verre surplombant la ville. Quand j'avais 19 ans, ma première entreprise était sur le point de faire faillite. Il me manquait 2000 € pour payer les salaires. Mon associé, mon meilleur ami, a vidé notre compte joint et a disparu. J'étais ruiné. Je dormais dans ma voiture. Le propriétaire d'un café, un vieil homme nommé Sylvain, m'a vu travailler sur mon ordinateur portable jour après jour. Un jour, il est venu, a posé 2000 € en liquide sur ma table et a dit « Vous avez l'air d'un bon jeune. Remboursez-moi quand vous pourrez. Cet acte de confiance, c'est sur cela que Drake Enterprises est bâti. Je cherchais ça à nouveau, quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté. » Il a fait une pause. «
Je ne m'attendais simplement pas à le trouver. Il s'est retourné vers elle, une nouvelle énergie dans ses yeux. L'initiative du chêne vert est à vous. Pas à l'essai, mais de manière permanente. Je crée une nouvelle division, la Fondation Drake Avenir. Vous en serez la présidente. Vous aurez un fonds d'amorçage de 10 millions d'euros et une autonomie complète pour trouver et développer d'autres projets comme le chêne vert à travers le pays. Olivia était stupéfaite, sans voix. Mais ce n'est pas la vraie offre, a-t-il continué en se rapprochant. Ma proposition de faire de vous mon associé, ce n'était pas seulement pour le projet, c'était pour la perspective. Je suis entouré de gédéons, de requins et de sycophantes. J'ai besoin de quelqu'un dans mon cercle proche qui me dira la vérité. Quelqu'un dont la boussole morale est plus forte que son ambition. Il a tendu la main. Je vous offre une participation de 10% dans Drake Enterprises, un siège au conseil d'administration et le titre de directrice de la stratégie. Je ne veux pas que vous dirigiez seulement une division, Olivia. Je veux que vous m'aidiez à diriger toute l'entreprise. Je veux que vous soyez mon associé. Des larmes ont coulé des yeux d'Olivia, mais cette fois, elle les a laissées faire. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, mais d'un soulagement immense, incroyable. Elle a pensé au bistrot, aux factures médicales, au poids écrasant de son ancienne vie. Elle avait rendu un portefeuille contenant 12 000 euros, choisissant l'intégrité plutôt que le désespoir, et en retour, l'univers, sous la forme d'1 milliard, air cynique et complexe, lui offrait le monde. Elle a regardé sa main tendue, puis ses yeux, qui pour la première fois ne contenaient aucun cynisme, seulement du respect. Elle a pris sa main. « À une condition, a-t-elle dit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « N'importe laquelle, l'a-t-il dit. Tout l'étage de la direction de Drake Enterprises reçoit son pain des délices du chêne vert chaque matin. » Un sourire sincère et chaleureux s'est répandu sur le visage de Damian Drake, transformant ses traits. « Mademoiselle Remy, a-t-il dit, sa poignée ferme et sûre. Je crois que c'est le meilleur marché que j'ai conclu cette année. L'histoire d'Olivia Remy n'est pas seulement celle d'un portefeuille. C'est un puissant rappel que notre véritable valeur nette ne se mesure pas en euros, mais en décisions. Dans un monde qui demande constamment « Qu'est-ce que j'y gagne ?», elle a osé demander « Quelle est la bonne chose à faire ?» Elle a affronté le sabotage d'entreprise, le désespoir personnel et le cynisme d'un homme puissant, armé de rien d'autre que de son propre caractère inébranlable. Son parcours, d'une serveuse en difficulté à une figure majeure de l'industrie, prouve que l'intégrité n'est pas une faiblesse. C'est le super-pouvoir ultime. C'est la monnaie qui ne peut être contrefaite et l'actif qui prend de la valeur quand tout le reste s'effondre. Un témoignage silencieux que même dans les tours de verre de la défense, les principes les plus simples, appris d'un père mécanicien, peuvent encore redéfinir le monde. Son héritage ne serait pas seulement dans les entreprises sociales qu'elle construirait, mais dans la culture même de l'empire qu'elle aidait maintenant à diriger, prouvant que le profit et le principe n'étaient pas des forces opposées, mais pouvaient être les deux faces d'une même pièce inestimable.